Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Ça menaçait le Canada depuis déjà quelques semaines, mais c'est arrivé hier comme nouvelle. L'Organisation panaméricaine de la santé a annoncé que le Canada perdait son statut de pays ayant éliminé la rougeole. Pourquoi? Parce que dans plusieurs provinces, ça a commencé dans l'Ouest canadien, mais ça s'est étendu ailleurs au Canada. Il y a de la rougeole qui circule à l'heure actuelle. La docteure Caroline Quach, qui est directrice de la santé publique du Québec, mais qui est elle-même une spécialiste des maladies du genre, est avec nous. Docteur Quach, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous avez un de vos collègues hier, ontarien là, de l'Université McMaster, qui disait c'est une honte, ni plus ni moins, pour le Canada. En anglais, c'est embarrassment ou un embarras pour l'image du Canada. Est-ce que vous partagez son point de vue? Ben, c'est comme un bon élève qui reçoit une note d'échec. Là, effectivement, on devrait pas. On aurait dû être capable de contrôler cette épidémie-là, mais c'est en fait c'est un reflet objectif là, qu'on n'avait pas des couvertures vaccinales assez hautes pour prévenir la transmission. Cela dit, le Québec, jusqu'à maintenant, s'en tire bien. J'aimerais le préciser. Le Québec s'en tire bien parce qu'on est quand même dans le document hier de Santé Canada. On commence par l'Alberta, les provinces de l'Ouest, mais vers la fin de la liste, on nomme le Québec comme ayant eu de la rougeole. Est-ce qu'il y a eu ici de la rougeole? Parce que c'est pas un cas individuel importé, par exemple, d'un voyageur, mais c'est de la transmission populationnelle. Est-ce qu'il y en a eu au Québec? Oui, on en a eu, mais on a réussi à contrôler cette éclosion-là. Est-ce que c'est de la chance ou c'est les efforts mis au bon endroit au bon moment? C'est probablement un peu des deux. Notre dernière chaîne de transmission de rougeole remonte à avril 2025. On n'a pas eu de cas de transmission locale depuis. Donc, on avait eu de la transmission 2024 en février jusqu'au mois de juin 2024. Ça avait repris en décembre 2024. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu une assemblée nationale, une assemblée des Nations Unies au centre-ville de Montréal, oui. Et un voyageur avait à ce moment-là importé un cas de rougeole. Ça s'était transmis majoritairement dans la région des Laurentides. Et cette chaîne de transmission-là s'est terminée en avril avec 36 cas locaux. Bon. Qu'est-ce qu'il faut, là? Quels sont les critères de l'Organisation panaméricaine de la santé pour redonner au Canada son statut? Puis dans quel genre de délai on peut espérer ça? Parce que depuis presque 30 ans, on avait ce statut? Oui, effectivement. Depuis 1998, on avait réussi à avoir le statut d'élimination de la rougeole. Donc, pour le récupérer, ça nous prend 12 mois sans transmission locale. Ça nous prend aussi la preuve qu'on a un système de surveillance efficace qui est capable de les trouver, ces cas-là et ces transmissions-là. Il faut qu'on ait un bon système de laboratoire. Il faut qu'on soit capable de partager nos couvertures vaccinales avec, entre autres, PAHO, l'Organisation américaine de la santé, et qu'on soit capable de faire du génotypage là, pour savoir que un cas est effectivement relié à un autre cas parce que c'est le même virus là, qui s'est transmis. Donc, toutes ces choses-là, on les a en place. Ce qu'il faut, c'est vraiment maintenant améliorer la couverture vaccinale un peu partout là où ça manque. Êtes-vous optimiste? Oui, sur ça, sur la revaccination, la reprise des taux de vaccination dits normaux, là? Ben, je vous dirais que les unités de santé publique, les directions régionales de santé publique au Québec font un travail extraordinaire. Quand on regarde les taux de couverture vaccinale dans les écoles primaires et secondaires, on est quand même autour de 90%, ce qui est une bonne remontée par rapport à ce qu'on avait vu en début de pandémie. Il y a certaines régions qui sont mieux vaccinées que d'autres, ça a toujours été. Est-ce que j'ai l'espoir qu'on remonte à 95%? Je pense que ça va être difficile, mais autour de chaque nouveau cas, les directions régionales de santé publique font un gros effort pour aller rejoindre les gens qui sont pas vaccinés. Je pense que la confiance des gens envers la santé publique et envers la vaccination doit être rebâtie, pas partout, mais dans certaines communautés. Donc, ces discussions-là doivent avoir lieu. Quand vous dites certaines communautés, vous parlez de communautés religieuses. C'est quoi les freins à la vaccination? Les communautés religieuses, des communautés culturelles sur une base d'appartenance, des communautés politiques. C'est quoi que vous appelez les communautés? Ben, c'est un mélange de tout. Je vous dirais que cette éclosion-ci là, qui fait qu'on a perdu le statut d'élimination, c'était surtout dans les communautés ménonites. Donc, on n'en a pas beaucoup au Québec, mais c'est ce qui explique pourquoi l'Ontario et l'Alberta ont été particulièrement touchés. Donc, ils refusaient le vaccin pour des motifs religieux dans ce cas-là. Oui.
tout à fait, mais il n'y a pas que on a tout le monde, il y a plein de gens qui ont refusé la vaccination à différents moments. Là, puis c'est pas que des parents d'aujourd'hui. Quand on regarde l'éclosion qu'on a eue au mois entre décembre et avril, c'était des jeunes adultes qui n'avaient pas été vaccinés et donc leurs parents, il y a 30 ans ou il y a 25 ans, avaient décidé de ne pas les faire vacciner. Donc, c'est une histoire qui ne remonte pas à hier, cette histoire-là, mais ce sont des choses qui se sont établies dans le temps. Puis, au fur et à mesure où il y a de moins en moins de gens qui sont vaccinés, ben on acquiert à ce moment-là un pool de susceptibles qui fait que quand un cas tombe dans une collectivité où il y a plusieurs personnes qui ne sont pas vaccinées, ben ce virus-là va les attraper. C'est ça, ouais. Oui, mais en fait, c'est ce que peut-être personne n'avait jamais compris, là. Parce que des gens non vaccinés, au fil des années, qui disaient « Ah ben regarde, moi mon enfant n'est pas vacciné, puis il n'a pas la rougeole, ou il n'a pas la polio, ou il n'a pas ceci, cela. » Et le sous-entendu, c'est « Oui, mon enfant est protégé par le sens des responsabilités de tous les autres qui font qu'étant vacciné à 95%, la maladie ne circule pas. » Avec ces gens-là, disait ça, mais complètement inconscient de ce qu'il disait. Mon enfant mon enfant n'est pas vacciné, mais il l'a pas, mais il est protégé par les autres. Soit il l'avait pas compris, ou soit il voulait pas se l'avouer, mais c'était ça la triste réalité, là. Oui, puis on le voit maintenant. Donc, c'est là l'importance de même les jeunes adultes. Là, si on n'est pas sûr, on demande à ses parents, on peut regarder dans notre carnet de santé, puis dans le doute, ben on se fait vacciner. Là. Il n'y a pas de danger à être vacciné quand on a déjà été vacciné, puis on est capable aussi de chercher la présence d'anticorps contre la rougeole. Mais il y a cette question-là qu'on doit se poser. Les seuls qu'on considère complètement protégés, c'est les gens qui sont nés avant 1970 au Canada, parce qu'il y avait tellement de rougeole avant ça que si tu étais né, tu l'avais attrapé. Ils l'ont déjà eu. Est-ce qu'il y a une éducation à faire? J'avais la discussion plus tôt dans l'émission. Je donne l'exemple de la polio, là. Les gens de mon âge, on n'a pas eu de collègues à l'école qui avaient la polio, mais on envoyait là, des personnes plus âgées, de l'âge de nos parents, là, qui avaient des déformations à des membres, etc. Donc, moi, mettons, je sais que ça existe, la polio, puis je sais que c'est grave. Là. J'ai vu des gens, je racontais tout à l'heure à Benoît, là, un monsieur à l'église tout le temps qui était dans le premier banc, il pouvait pas aller loin de la porte parce que là, lui, et donc, ça te donnait une conscience comme enfant. Hey boy, la polio, tu veux pas avoir ça. Mes enfants, la génération de mes enfants, jamais entendu parler, jamais vu un cas de polio. Ce qui fait que si quelqu'un, puis bon, mes enfants sont vaccinés, mais je veux dire, si tu lis sur les réseaux sociaux que là, le vaccin, il y a peut-être des inquiétudes, puis là, il y a un médecin dans le sud des États-Unis, dans son sous-sol, qui a dit une phrase, puis tout ça. Puis de l'autre côté, on dit ça te protège contre une maladie que tu sais même pas qui existe. Tu n'as pas peur de la polio, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu parler. Comprenez-vous la balance des inconvénients? Est-ce qu'il y a une éducation, même à l'école, d'un cours de biologie sur ces maladies-là, sur pourquoi elles étaient graves, pourquoi elles ont disparu de l'espace public, elles ont disparu à cause des campagnes de vaccination? J'ai l'impression qu'il y a une grande partie de la population qui sait rien de ça, là, pas au courant de rien. Non, vous avez tout à fait raison. En fait, dans l'inconscient collectif, ces maladies-là ont disparu, puis on sait même pas ce que ça donne. Tu sais, même moi, la rougeole, là, jusqu'à il y a pas longtemps, j'en avais vu une poignée. Là, on en voit davantage, mais vous avez raison, là, ça fait pas partie de ce qu'on enseigne. Ça devrait faire partie de l'éducation des enfants. L'histoire des maladies évitables par la vaccination, ça fait partie d'un cours de bio. Mais donc, comment est-ce qu'on fait pour le ramener? Les grands-parents ont énormément d'histoires à raconter. On les écoute peut-être pas suffisamment, mais je pense que ça vaudrait la peine de leur donner la parole. Certaines personnes, au fil du temps, ont essayé de faire ces capsules-là. Elles sont revenues, elles repartent, on peut les ramener. Mais c'est effectivement une bonne idée. Là. Il y a un point également qui revient sur la messagerie texte, mais depuis la pandémie, quand on dit le mot vaccin, il y en a un certain nombre qui s'objectent. Là. Déjà, on a l'impression qu'on est vendu, que c'est dangereux pour la santé, le vaccin. Ça, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Il y a comme une angle. Je ne sais pas si vous le sentez, vous, de votre côté. Je pense que oui. Oui, tout à fait. Puis c'est malheureux parce que les vaccins existent pas depuis la pandémie. Là. Ils existent depuis des décennies, même plus qu'un siècle. Et on a des données de sécurité sur ces vaccins-là qui remontent à, encore une fois, là, plusieurs décennies. Et c'est dommage qu'avec la pandémie, le spotlight ait été mis
sur la vaccination, puis écœurer le monde au point où on n'est même plus capable de leur parler de vaccination sans avoir une fin de non-recevoir. Donc, il faut rétablir ce dialogue-là. Puis je pense que vous aviez reçu le docteur Arnaud Gagnère il y a quelques semaines avec son livre qui explique la vaccination, qui explique toute la réflexion autour du dialogue à avoir autour de la vaccination. C'est quelque chose qu'on doit recommencer à avoir de façon tout à fait neutre. Là, on veut pas se pitcher des roches. Là, on veut être capable de dialoguer dans le respect de l'un et l'autre et voir où est-ce qu'on peut se rencontrer là, entre les deux. Docteur Quach, merci d'avoir été avec nous ce matin. Docteur Caroline Quach, directrice de la santé publique.